On ne badine pas avec l'amour. Lecture analytique, acte 3, scène 3. Perdican séduit Rosette devant Camille. Voici Perdican. Voici Rosette. Et au milieu, caché, on a Camille qui doit faire cette tête-là à peu près tout du long. Alors, attention évidemment, si vous ne vous rappelez pas de tout au mot près, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir faire un oral suffisamment long, structuré et riche. Si vous oubliez une remarque, on ne vous en tiendra pas rigueur, hein. Faut pas, voilà, c'est pas parce que, voilà, vous devez pas tout apprendre absolument méga par cœur, mais au moins comprendre les grandes orientations, les grandes remarques à faire, etc., etc. Je dis ça parce que l'analyse est assez longue, hein. On passe à l'introduction. Présentation de l'auteur. Alfred de Musset, 1810-1857, poète, dramaturge, écrivain français du mouvement du romantisme, se qualifiait lui-même de dandy désabusé. Présentation de la pièce. On ne badine pas avec l'amour, 1834. C'est une œuvre de commande de l'éditeur de Musset. L'auteur était fortement marqué par sa rupture avec George Sand survenue peu de temps auparavant. Il a répondu qu'il ne savait même pas comment lui écrire une malheureuse comédie. Une malheureuse comédie, voilà qui, paradoxalement, décrit très bien la pièce. Présentation de l'extrait. Camille a reçu un mot de Perdican, lui donnant rendez-vous près de la fontaine. Or, quand elle arrive, elle voit le jeune homme occupé à courtiser une jeune paysanne, Rosette. C'est une manipulation de Perdican visant à rendre Camille jalouse. Cette scène est une scène de témoin caché, c'est Camille, qui voit Perdican se livrer à un jeu à la fois amoureux et manipulateur. Vous lisez le texte, essayez de mettre du ton, hein, pensez à un ton un peu amoureux, lyrique de Perdican. Problématique. Comment Perdican dans cette scène allie-t-il romantisme et manipulation? Euh, donc les deux facettes, hein. Également une problématique alternative que vous n'êtes pas obligé de dire à l'oral, mais bon, comment cette scène, c'est une masterclass en perversion de la part de Perdican. En plus, j'ai fait une allitération en P dans ma problématique, c'est génial. Comment cette scène est une masterclass en perversion de la part de Perdican. Vous n'êtes pas obligé de dire ça, mais c'est un peu ça finalement. Perdican montre quand même que comment dirais-je, c'est chose qu'il fait quand même, hein. Il y a un côté parfaitement pervers en fait, hein. Alors, l'annonce du plan de Que veut dire cela à une autre, c'est la première tirade de Camille, ça montre l'étonnement de Camille. C'est une première partie qui est assez courte. Le gros de l'analyse, c'est de Je t'aime Rosette à Il a jeté ma bague dans l'eau, c'est la mise en scène du jet de la bague dans la fontaine. Et 3, de Sais-tu ce que c'est l'amour Rosette à Je vous aimerai comme je pourrais, c'est la dernière tirade de Perdican. Bene, alors, grand 1, que veut dire cela à une autre? L'étonnement de Camille qui fait Oh à peu près comme ça. Alors, entre Perdican et Rosette qui s'assoient, Camille cachée à part. On a une didascalie cachée à part. C'est une scène classique de témoins dissimulés. Camille commande pour elle-même, mais aussi pour le public. C'est une mise en abîme, hein. C'est un procédé classique du théâtre, n'est-ce pas? Euh, que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui, me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre. Je suis curieux de savoir ce qu'il lui dit. On a une série de trois questions en gradation. Ça montre le désarroi, la surprise de Camille. Elle n'arrive pas à interpréter ce qu'elle voit. Donc effectivement, c'est beaucoup de questions. On arrive tout de suite à la deuxième partie. C'était assez rapide la première. C'est la mise en scène du jet de la bague dans la fontaine. Là, c'est le gros de l'analyse qui commence avec Perdican à voix haute de manière que Camille entende. On a une indication de jeu scénique, hein, en didascalie. Perdican parle à deux personnes à la fois, Rosette devant lui et Camille cachée. Il y a un double discours de sa part. Quand Perdican parle à Rosette, il parle en même temps à Camille. C'est ça le truc, c'est le truc essentiel effectivement à retenir pour ce passage. Il parle à Rosette et en même temps il parle à Camille, il sait qu'elle est cachée derrière et qu'elle entend. Donc il parle à deux personnes en même temps, quoi. Alors, si on analyse les tours de parole, Perdican parle infiniment plus que Rosette ou Camille. Comme d'habitude, comme sur beaucoup de scènes, c'est lui le maître de la parole, hein, c'est un peu le bavard, le beau parleur qui prend tout l'espace et qui guide la scène. Là, manifestement, c'est lui qui guide toute la scène. Alors, on a un discours lyrique convenu. On a une déclaration d'amour, je t'aime, plus l'apostrophe, Rosette, l'adresse à Rosette, plus toi seul, plus le superlatif au monde. Effectivement, on a
Je t'aime Rosette, toi seul au monde. Effectivement, donc on a un discours lyrique, un discours amoureux convenu. Une anaphore de toi seul qui insiste sur l'unicité de Rosette, toi seul, toi seul. On a une tonalité presque élégiaque, qui effectivement, l'élégie, enfin la tonalité élégiaque, c'est celle du regret du passé, n'est-ce pas? Tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés, toi seul tu te souviens de la vie qui n'est plus. Nos beaux jours passés, on a la nostalgie de l'adjectif beau antéposé, la vie qui n'est plus, tout ça, effectivement, il y a un côté un peu élégiaque dans cette déclaration d'amour lyrique. Je t'aime Rosette, bon, on reprend le truc, il y a la présence du no que j'ai mis en gros. Perdican inclut Rosette dans son évocation du passé, alors qu'ils ne se connaissent pas tant que ça, mais effectivement, ce no, ce déterminant possessif, effectivement, permet d'inclure Rosette et, euh, et Perdican. Tout le passage se construit en contrastant Rosette à Camille. Ça c'est important, c'est nos beaux jours passés et non pas les jours passés avec Camille, quoi. Thématique du souvenir, Perdican évoque une Rosette qui se souvient. Rien oublié, souvient. On a vraiment le lexique qui correspond par rapport à une Camille qui a oublié. Souvenez-vous dans les scènes précédentes, Camille a dit bon, je me souviens de rien du tout. Ou alors bon, elle faisait semblant d'oublier. Mais voilà, au moins Rosette se souvient, nous dit Perdican. On a une importance du terme de vie nouvelle. Rosette, c'est le trait d'union entre le passé de Perdican, ne rien oublier, et son futur, la vie nouvelle. On a un discours convenu toujours, c'est pas non plus extrêmement original. Donne-moi ton cœur, plus une apostrophe un peu infantilisante. Cher enfant, il y a un côté un peu dominant de Perdican sur Rosette. Cher enfant. Perdican est en situation dominante, il donne des ordres. On a une série d'impératifs, prends, donne-moi. Un ton supérieur, cher enfant. Et le temps de parole dominant, vu que c'est lui qui parle quasiment tout le temps. Voilà. Notre amour, avec nos beaux jours passés, on a encore cet usage de la première personne du pluriel pour faire destin commun. Notre amour, nos beaux jours passés. Et il lui pose sa chaîne sur le cou. Alors là, bam. Waouh, c'est un symbole d'union. Il met une chaîne comme ça. Il offre un bijou. En plus, ça suppose un certain contact physique de poser une chaîne sur un cou. Mais aussi d'enfermement. Une chaîne, c'est une chaîne qui met autour du cou. Et Perdican, alors symboliquement, c'est une interprétation un peu poussée, mais d'une certaine manière, Perdican, symboliquement, va étrangler Rosette avec une chaîne jusqu'à la fin, jusqu'à la fin tragique. Voilà, donc c'est vrai que chaîne est assez polysémique. Rosette, vous me donnez votre chaîne d'or. Alors, on a une position inférieure de Rosette, il y a un vouvoiement. On se rappelle que Perdican tutoyait avant. Question, on a une question. La personne qui pose la question, effectivement, est surprise, n'a pas la réponse. Rosette est surprise de l'empressement de Perdican. On a aussi un rang social qui est assez différent. Chaîne d'or de Perdican, c'est un bijou de valeur que Rosette, effectivement, ne pouvait même pas rêver à avoir, finalement. Et c'est une réplique très courte par rapport au reste du temps de parole dominé par Perdican. Perdican reprend la parole. Il répond même pas à la question de Rosette. C'est pour... Vous menez votre chaîne d'or. Regarde à présent cette bague. Le gars, il passe à autre chose. Il est toujours dans le tutoiement, toujours dans la série d'impératifs. Regarde, lève-toi, approchons-nous. Il guide Rosette, il dirige ses mouvements. C'est comme si Perdican cherchait à éblouir Rosette. C'est vrai, avec ses bijoux. La chaîne d'or et maintenant cette bague. Il a un côté presque hypnotiseur, impératif, et puis aussi regarde à présent cette bague. Franchement, on a l'impression de voir une espèce d'hypnotiseur. Regarde cette bague, tes paupières sont lourdes. Oh oui, ça fait un peu ça. Ta volonté s'efface. Tu es sous mon commandement. Ça fait un peu vieil hypnotiseur avec sa bague. Je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça quand même. Alors, il insiste sur l'union. Nous, tous les deux, l'un sur l'autre, tes beaux yeux, les miens, ta main, la mienne. Il y a tout ce vocabulaire, tout ce lexique, effectivement, de l'union, du couple, voilà, qui est très très important. Le champ lexical du couple, de l'union, insister là-dessus. On a une idée de réciprocité. C'est deux amants qui sont en miroir, deux amants qui se voient, qui sont en miroir, qui sont eux-mêmes en miroir dans l'eau et traitent leur amour comme une sorte de spectacle. Vois-tu, vois-tu, etc., etc.
Perdican donne une image de couple amoureux idéal pour mieux l'effacer l'espace d'après. Hein. Finalement, il regarde, il dit regarde comme on est beau dans l'eau. Et bah tiens, hop, j'efface cette image. C'est un peu pervers d'une certaine manière. Hey, mais j'ai pas mis ça dans ma musique vidéo, mais effectivement, on a une anaphore de vois-tu, hein, vous rajouterez ça, hein. Vois-tu, effectivement, il y a ce côté spectacle, l'insistance sur le regard, voilà. Il jette sa bague dans l'eau, plouf, on a une didascalie. Bah oui, mais ce que cette bague représentait, c'était précisément l'union entre Camille et Perdican, hein. Donc c'est comme s'il jetait l'amour entre Camille et Perdican dans l'eau, quoi. Ce qui est important, c'est pas ce qui se passe, hein. Bon, jeter un objet dans l'eau, c'est une expérience banale, mais c'est la valeur symbolique de ce geste, hein. Rejeter l'union avec Camille, vouloir l'union avec Rosette. Alors, on a une anaphore de regarde. Regarde. Faut aussi voir la réplique précédente. Vois-tu, voilà, important sur la vue. Longue phrase en parataxe. C'est une suite de propositions sans connecteur logique ni conjonction de coordination. Ici séparé par des points-virgules. On a une association de succession d'actions plutôt rapide au présent de l'indicatif. La voilà qui revient, elle reprend son équilibre, elle tremble encore. Et des adverbes temporels, peu à peu, encore, déjà. Perdican décrit en direct, au présent, quelque chose que les spectateurs ne peuvent pas vraiment voir, évidemment, à moins de placer la caméra juste au-dessus de la fontaine. Ce que fait Perdican, c'est un peu compliqué à voir. Nul doute qu'avec nos procédés de mise en scène moderne, où on utilise beaucoup plus la vidéo, hein, et la caméra, on peut imaginer une mise en scène de cette scène avec Perdican qui jette la bague et sur un écran géant, comme j'ai pu voir, hein, voir en gros plan la bague qui tombe dans l'eau. C'est pas impossible. Bon, là, on est au 19e siècle, ils n'ont pas la vidéo, donc du coup, Perdican décrit en direct au présent ce que les spectateurs ne peuvent pas vraiment voir. Alors, on a le champ lexical de la disparition, hein, s'effacer, qui était dans la phrase précédente, a disparu, et de la perturbation, troublé, tremble, grand cercle noir. En opposition, ensuite, la réapparition, image, revient, reparaissons, je distingue. Hein. Perdican veut faire comprendre que le geste de jeter la bague va provoquer des remous, mais qu'au final, ce sera l'amour entre Rosette et Perdican qui va gagner. Hein. Évidemment, il y a un côté un peu symbolique. Regarde, je jette cette bague, ça fait comme une sorte de mini-tempête. Ça fait comme une sorte de mini-tempête dans la fontaine. Mais au final, regarde, tout redevient calme et magnifique. Et qu'est-ce qu'on a? On a Perdican et Rosette. Hein. C'est cet amour qui va gagner. Il y a un côté toujours un peu hypnotiseur, hypnotique des cercles dans l'eau là. Je sais pas à quoi il joue Perdican, mais c'est un peu le maître hypnotiseur quand même dans cette, dans ce passage. Voilà, et toujours l'insistance sur la vue. Je crois que j'ai pas assez insisté ça là-dessus sur ma présentation, mais c'est effectivement tout le champ lexical de la vue, regarder, voir, etc., etc. Et c'est comme si Perdican faisait une sorte de tour de magie commenté. Il y a un côté tour de magie aussi, prestidigitateur. Hein. Faudrait que je regarde un peu les dates, mais ça m'étonnerait pas que ce soit au moment où la magie moderne avec Robert Houdin a été inventée. Hein. Bah oui, logiquement, c'est à peu près les dates. Faudrait que je revérifie ça, mais la magie moderne a été inventée à peu près au moment où sortait On ne badine pas avec l'amour. Alors, il guide toujours l'expérience, patience, nous reparaissons. On a une correspondance entre l'état de l'eau et l'état de Rosette, entre la surface de l'eau et le visage de la jeune femme. Il n'y aura plus une ride sur ton joli visage comme sur l'eau. On a une impression, cette impression est renforcée par la personnification de l'eau. Elle tremble, c'est l'eau qui tremble, mais ça peut être aussi le visage de la jeune femme et in fine la jeune femme elle-même. Retour de l'anaphore, regarde, qui revient je ne sais combien de fois dans ce passage, regarde, avec toujours des impératifs chez Perdican. Perdican, il donne des impératifs, hein, tu vois, il fait ci, fait ça, quoi. Hein. On a un point d'exclamation. D'un bout à l'autre, Perdican guide le regard de Rosette. C'était une bague que m'avait donnée Camille. Ça montre plusieurs choses. Que Perdican a fait tout cela en pensant à Camille et pas à Rosette. Hein. Montre à quel point la jeune fille est présente dans ses pensées. Cette scène a été pensée comme une sorte d'exorcisme pour rejeter l'amour que Perdican a pour Camille. Bah tiens, je mets en scène le rejet de l'amour que j'ai pour Camille. Mais cette scène aussi a été pensée comme un jeu pervers. Si Perdican dit
C'était une bague que m'avait donnée Camille. C'est pour que Camille l'entende. C'était une bague que m'avait donnée Camille. Qui est cachée derrière l'arbre, là, derrière là. Tu crois qu'on t'a pas vu, Camille? Bon, c'est un peu ça quand même. Enfin bon, il le dit pas, parce que sinon ça briserait un peu l'illusion. Mais il sait que Camille est là. C'est ça qui est terrible. Il sait que Camille est là. Il sait que Camille voit tout. Et il fait quand même une sorte de démonstration assez perverse. Alors, comme je parlais de perversité, la nature assez perverse de Perdiccas est éclatante. Il fait une sorte de mise en scène de sa renonciation de son amour à Camille pour donner une preuve de son amour à Rosette. Il le fait sachant que Camille est cachée à côté à regarder. Perdicant manipule Rosette autant qu'il manipule Camille. Il y a une sorte de double manipulation dans cette scène. Alors, Camille, à part, il a jeté ma bague dans l'eau. Un didascalique qui montre l'étonnement de Camille. Il faut imaginer sur quel ton cette phrase est prononcée. Colère, dépit, stupéfaction. Rire face à l'énormité du geste de Perdiccas. On pourrait presque imaginer oh, il a jeté ma bague dans l'eau. On pourrait imaginer, il y a plein de manières de dire cette réplique en fait, finalement. Alors, c'est la dernière tirade de Perdiccas, Let Me Be Your Lover. Je sais même pas ce que c'est que ce clip, mais c'est pas grave. Ça m'a l'air très typé années 90. C'est pas Backstreet Boys? Je sais pas, moi je sais pas ce que c'est que ce clip. Bon, bref. Dernière tirade, Perdiccas. Alors, très bavard Perdiccas, comme d'habitude. On a une longue tirade au registre lyrique, circulaire. Circulaire en tant que, on a la même question qui ouvre et ferme la tirade. Sais-tu ce que c'est que l'amour? Sais-tu ce que c'est que l'amour? On a une présentative. Ce que c'est que l'amour, ça insiste effectivement sur l'importance du thème de l'amour. Le présentatif, c'est, je rappelle que les présentatifs, c'est il y a, voilà, c'est, etc. Autre impératif, après regarde, Perdiccas veut guider les sens de Rosette. L'amour est en résonance avec la nature, on a le champ lexical de la nature, vent, pluie, feuilles séchées, soleil, ciel, l'eau est précieuse, on a la métaphore des perles, et une personnification, le vent se tait. Donc d'un seul coup, toute la nature s'anime, comme pour bénir l'amour de Perdiccas et Rosette. Par la lumière du soleil, par le soleil que voilà, je t'aime. Alors il fait un serment sur les éléments de la nature, lumière, ciel, soleil. Évidemment, Perdiccas, lui, il disait qu'il n'était pas croyant, il n'était pas du tout dans la religion. Il ne veut pas recourir à la religion. Il jure son amour sur la nature. Déclaration renforcée par exclamation je t'aime. Un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, il jure par des choses qui sont extrêmement changeantes. La lumière du ciel, ça bouge. Il suffit qu'il y ait un nuage ou que la nuit tombe. Le soleil que voilà, le soir, le soleil se couche. Et le matin, le soleil se lève. Je sais pas si vous étiez au courant. Donc effectivement, il jure par des choses qui sont assez éphémères au final. Alors le soleil n'est pas éphémère, mais le soleil est changeant quand même. Le soleil n'est pas toujours là, n'est-ce pas? Et il termine sa déclaration par l'exclamation je t'aime. Mais c'est vrai que comme serment, c'est un petit peu. Il jure pas sur Dieu, quoi. Il jure un peu sur la nature, sur la lumière, ça engage pas trop au final. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? Alors il demande l'acquiescement, il demande pas si Rosette l'aime, mais si elle veut bien de lui, ce qui est pas du tout la même chose. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? C'est pas genre, est-ce que tu m'aimes? C'est tu veux bien de moi, ça va? Est-ce que je te conviens? Ça va? Pas trop bad? Ça va? Quelle note? Quelle note tu me fais? Tu me donnes? Et il attend même pas la réponse. Et il continue sa tirade. Alors il y a un réquisitoire. Alors d'un seul coup, bam, évidemment Perdiccas qui a l'air d'avoir une dent assez profonde contre les bonnes sœurs et l'éducation religieuse de Camille. Il vise les bonnes sœurs avec ce on en anaphore. On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré. Dans ton sang vermeil, il reste d'un sang affadi. Il y a une petite allitération en ce pour donner plus d'expressivité. On sent que Perdiccas dit tout cela non pas à l'intention de Rosette, mais à l'intention de Camille, évidemment. Perdiccas propose un portrait en creux de Camille tout en parlant à Rosette. Voilà, c'est qu'il est en train de dire à Rosette t'es pas ça, t'es pas ça, t'es pas ça, t'es pas ça, contrairement à Camille. Sous-entendu. Tout ça, évidemment, sous-entendu pour éviter de se dévoiler trop, mais voilà, il y a une espèce de. Rosette, c'est l'anti-Camille, quoi, finalement. Et une légère allitération en bœuf, belle dans ses bras.
Une reprise du thème jeune 2 fois dans la phrase, c'est l'insistance sur la jeunesse. Elle est jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Le jeune homme, c'est lui-même, c'est une périphrase pour lui-même. Regarde comme je suis beau, on est beau, c'est magnifique. Voilà. Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Oh lyrique, répétition du prénom Rosette en exclamation, insistance sur l'exaltation lyrique de Perdiccon. Bon, c'est assez, j'ose dire que c'est assez cliché, assez stéréotypé hein, comme exaltation, mais bon, après ça marche avec les paysannes, hein. Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Alors là, effectivement, réponse en une ligne de Rosette, lexique de la déploration. Hélas, c'est intéressant qu'ils disent hélas, hein. L'enthousiasme, il est plutôt du côté de Perdiccas que de Rosette, hein. Hélas, hélas, bah ouais, hélas, hélas. Donc on a le titre officiel de Perdiccas, Monsieur le Docteur, genre c'est son boyfriend, enfin c'est son futur boyfriend ou quoi, mais Monsieur le Docteur. On sent bien que Rosette n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Je vous aimerais comme je pourrais. Ça montre une certaine distance amoureuse. Je vous aimerais comme je pourrais. Monsieur le docteur, hélas. Tout ça, c'est pas très engageant. Et c'est aussi un problème de classe. C'est-à-dire que, clairement, Rosette n'est pas de la même classe. Rosette est quelqu'un de simple, quelqu'un du peuple. Perdiccas est le fils du baron, hein. Donc, du coup, voilà, il y a cette distance transparaît dans cette réplique. Et on voit que Rosette n'est pas sur le même niveau que Perdiccas. Pas, voilà, Perdiccas parle beaucoup, il fait ses jolies phrases, mais Rosette, elle passe un petit peu à côté. Et limite, ça la gêne. Ça la gêne d'une certaine manière. Elle est là, ouais, bah, je veux bien vous aimer, mais bon, voilà quoi. Alors, et cette réplique montre aussi que Rosette n'a certainement pas compris la dernière tirade, qui était avant tout dédiée à Camille. Rosette ne comprend pas les enjeux entre Perdiccas et Camille Cachet. C'est une victime, elle est prise au piège d'un jeu qui la dépasse. Conclusion, c'est une scène pivot dans l'intrigue. Perdiccas s'unit à Rosette pour rendre Camille jalouse. C'est un des sommets de la relation à trois toxique qui existe entre Perdiccas, Rosette et Camille, hein. C'est vrai, c'est affreux en fait, hein. C'est affreux. C'est-à-dire que si on regarde juste le texte, on a l'impression que c'est une belle scène d'amour, c'est très mignon, c'est très romantique. Mais en fait, c'est une sorte de coup de billard à 3 bandes là, de manipulation, quoi. Perdiccas manipule Rosette, Perdiccas manipule Camille. Il y a un défaut de sincérité terrible. En fait, toutes ces déclarations sont des mensonges, hein. On a aussi un procédé de la mise en abîme, hein, du témoin caché. C'est au centre de nombreuses pièces classiques. En comédie, on a le Tartuffe de Molière, hein, avec un témoin caché sous la table, bien connu. Alors, le témoin caché, on peut le trouver dans les comédies, c'est un grand classique, c'est un peu le coup de l'amant dans le placard, hein. En tragédie avec Britannicus de Racine. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, hein. C'est Néron caché qui épie derrière un rideau Junie et Britannicus. Peut-être que je ferai une vidéo pour développer un peu cette tradition du témoin caché, hein, dans le théâtre. Mais bon, ça s'inscrit dans toute une tradition, effectivement, hein. Ici, la mise en abîme est au centre du jeu assez pervers de manipulation de Perdiccas et Camille, on l'a déjà dit. Le procédé sera inversé d'ailleurs dans l'acte 3, scène 6, hein, où là c'est Rosette qui est cachée. Puis à nouveau dans la dernière scène de la pièce, où ce sera Rosette une nouvelle fois, le témoin caché, face à Perdiccas et Camille. Et méga spoiler, mais vous êtes censé avoir fini de lire la pièce quand vous regardez cette vidéo, elle va en laisser la vie. Voilà, bon, j'espère que ça vous dépanne, c'est assez complet. Voilà, voilà. Et ben, excellente journée.